Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 13 novembre, un point sur les différents projets de développement économique et culturel à Nogent-sur-Seine. Alors que le port de l'Aube ou le musée Claudel, mais aussi le tourisme vont connaître sous peu un nouveau départ. Reportage à Nogent dans un instant. À Saint-André-les-Vergers, l'usine Petit-Jean innove pour se développer. Reprise il y a 6 mois par le groupe saoudien Al Babtain. Elle va présenter ces jours-ci au Salon des maires de France à Paris une série de nouveaux produits tout en modernisant sa ligne de fabrication. Visite des lieux et explications à suivre. Et enfin du sport avec la rencontre d'une tenniswoman de 82 ans, la doyenne du tennis au bois sans aucun doute, Monique Lelarge. Elle a disputé début septembre en Croatie les championnats du monde de tennis pour les plus de 80 ans sous les couleurs de l'équipe de France, une première dans sa carrière. Reportage à la fin de ce journal. À Nogent-sur-Seine 2013 sera donc l'année des grands projets et pour ceux qui ne le savent pas encore, la troisième ville de l'Aube n'est pas simplement synonyme d'hébergeur de centrales nucléaires, loin s'en faut. Ainsi cette année, la municipalité attend beaucoup de plusieurs projets qu'elle porte seule ou avec d'autres entités. L'extension du musée Claudel par exemple, le bateau lavoir sur la Seine ou encore l'amélioration structurelle du port de l'Aube en sont la preuve vivante. Explication en images avec Damien Ardois. L'image de Nogent-sur-Seine, c'est avant tout celle de la centrale nucléaire, mais pas seulement. La cité veut diversifier son apparence. Pour y contribuer, les Nogentais comptent en premier lieu sur le musée Claudel. Sur le chantier, les travaux de démolition sont pratiquement achevés. Ils laisseront la place aux archéologues. Les premières constructions devraient être entamées en février. Dubois, Boucher et Claudel auront leur musée fin 2014. Nogent, c'est la ville de la centrale nucléaire. Nogent, c'est la ville de l'agro-industrie, notamment avec le groupe Soufflet. Demain, ça sera aussi la ville de la sculpture, fin 19e, début 20e siècle. On peut dire que c'est quand même le projet phare. Ça va être un des plus grands musées de France dédiés à ces sculpteurs, et notamment à Camille Claudel. L'investissement est aussi important que l'engouement que suscite le musée. 12 millions d'euros sur 25 ans, auxquels il faut ajouter des frais de fonctionnement. Le prix à payer pour accueillir de 50 à 100 000 visiteurs par an. Pas très loin de là, le bateau lavoir, une reconstruction à l'identique, attendue également en 2014. Pour l'instant, seule la coque du futur lieu culturel a été livrée. Mais là aussi, l'endroit devrait permettre à Nogent-sur-Seine de se coller une image de ville d'art et d'histoire. Nogent, désormais, c'est donc la culture, mais aussi l'économie, via le Conseil général et le port de l'Aube. Là aussi, un nouvel échelon a été gravi avec la livraison d'un engin capable de charger et de décharger les containers. C'était pour qu'il monte en puissance, enfin, au niveau du trafic container. Aujourd'hui, il n'y a que du trafic de produits en vrac. C'est un engin assez... disons, surprenant par sa taille et son coût aussi d'ailleurs, de l'ordre de 600 à 700 000 euros. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle, ça va permettre aux gestionnaires du port de faire démarrer enfin le trafic container. Avec ses multiples travaux, la commune de 6 000 habitants veut se faire une place sur l'échiquier des villes importantes de la région. Selon les élus de la collectivité, il faut aussi préparer l'avenir. Notre but, je le répète, c'est diversifier l'image de Nogent et surtout armer Nogent pour affronter les décennies à venir qui ne seront pas faciles. Et on essaie de doter Nogent d'outils performant et structurant. Port de l'Aube, musée Claudel ou encore bateau lavoir, reste à savoir si les investissements vont porter leurs fruits en termes d'image mais aussi économiquement. Rendez-vous en 2020 pour un premier bilan. Sur Canal 32, bien sûr. À Saint-André-les-Vergers, l'usine Petit-Jean, spécialisée dans la production de mâts en acier, est sortie de sa période de convalescence. L'entreprise auboise confirme sa bonne santé avec des produits innovants dévoilés cet après-midi. Elle va lancer au Salon des maires à Paris 6 innovations destinées aux collectivités locales. Depuis la reprise par le groupe saoudien Al Babtain, l'entreprise de 500 salariés veut conquérir de nouveaux marchés grâce à l'innovation et au rebond du Made in France. Le reportage d'Aurélie Juigné. Un lampadaire multifonction, c'est l'une des innovations de Petit-Jean. L'entreprise auboise devrait commercialiser à partir de 2013 son concept Distrivolt. Comprenez un mât sur lequel vous pourrez également recharger votre voiture électrique. Notre métier initial, c'est le support de l'éclairage, comme on peut le voir là-haut. L'idée nouvelle, c'est d'apporter également la distribution d'énergie. Il n'y a absolument rien de complexe. Nous avons les outils de production pour le réaliser. Il suffit de faire une découpe, d'adapter une charnière pour une ouverture facile, un système inviolable pour la fermeture. Et après, c'est une question d'utilisation de prises et de câblage qui sont des produits du standard du marché.
Car l'un des freins au développement des voitures électriques est la peur du manque de bornes pour se brancher. Pour les fabricants de voitures, ce concept serait une solution. Quelqu'un qui puisse aller faire ses courses même dans une, je sais pas, en centre-ville ou dans une bibliothèque ou des choses comme ça. On va dans une bibliothèque ou à la piscine éventuellement. On fait 1 heure de nage dans la piscine avec ses enfants. On branche la voiture sur un poteau. On repart chez soi et la voiture est chargée. Le but, c'est d'avoir une prise accessible sans pour autant avoir une borne spécifique. Évidemment, cela dépend des véhicules. Aussi, chaque municipalité devrait gérer l'accès à ces lampadaires prises électriques. Mais pour Petits-Jean, le principal, c'est d'innover de façon éclairée. On limite l'emprise des bornes de charge parce qu'on utilise un mât d'éclairage qui est déjà là en fait, et qui sera là pour éclairer. Et là en plus il a une deuxième fonction, donc on rend le mât intelligent et on aura d'autres innovations qui vont venir toujours dans ce sens en essayant d'apporter d'autres services et d'autres produits dans nos produits, d'avoir des produits qui sont multitâches. Pour nous c'est des innovations qui sont très importantes et c'est le moteur, l'innovation et de toute façon est le moteur d'une entreprise. Pour conquérir de nouveaux marchés, la société Auboise compte aussi sur sa toute nouvelle appellation, Origine France Garantie, obtenue il y a quelques jours. On veut vraiment mettre en avant ce fabriqué en France. On a déjà fabriqué en France sur nos étiquettes de nos produits, mais on a voulu vraiment que ce soit confirmé par un organisme tiers et avoir un label qui soit reconnu par l'État. Aujourd'hui, c'est vraiment dans l'air du temps. Il y a une prise de conscience au niveau national de l'industrie française, du maintien de l'emploi en France, que c'est aussi un gage de qualité. Quand vous avez un produit français, on a quand même cette image de qualité, d'innovation. Et on voulait vraiment mettre ça en avant. Petits-Jean présentera ses dernières innovations au Salon des maires qui se tient la semaine prochaine à Paris. Un retour en force après 7 ans d'absence. En exclusivité, un prototype de mât à éclairage LED qui pourrait se fondre encore plus dans le paysage urbain. Une cerise sur le gâteau ou sur la galette bretonne. La Bretagne était en effet l'invité d'honneur du 16e salon de la gastronomie à Troyes. Il a attiré cette année plus de visiteurs que l'an dernier au parc des expositions. Entre vendredi et lundi soir avec 14 115 visiteurs en tout, soit une augmentation de fréquentation de 9% par rapport à 2011. Plus de 95% des exposants reviennent tous les ans. C'est le salon le plus visité de Troyes après les foires de Champagne. Après Troyes, Saint-André-les-Vergers et Romilly-sur-Seine, la commune de Sainte-Savine va devenir officiellement ville amie des enfants le 21 novembre prochain. À l'occasion de la Semaine internationale des droits de l'enfant sous l'égide de l'UNICEF, plusieurs actions seront mises en place par les jeunes de la ville la semaine prochaine. À cette occasion, les services de la mairie proposeront une série d'animations sur des thèmes en relation avec la défense des droits des enfants, ateliers, expositions, contes ou encore débats. Écoutez les précisions de l'adjointe au maire de Sainte-Savine et la représentante de l'UNICEF dans l'Aube au micro de Cyril Tavernet. C'était important parce que d'une part, ça permettait à la municipalité de mettre en valeur toutes les actions qu'elle a pu mettre en place et qu'elle souhaite encore développer en direction des enfants et des jeunes sur la commune, également de leurs familles. Et c'était aussi une manière de pouvoir bénéficier à la fois d'un réseau d'échanges et de partage de pratiques avec un tissu un petit peu plus élargi. Je suis très heureuse que la ville de Sainte-Savine rentre dans le projet Ville amie des enfants. Il y en a 229 en France. C'est un partenariat entre l'Association des maires de France et l'UNICEF. Cela permet de faire des échanges, de valoriser et les personnels et de travailler surtout pour la défense des droits de l'enfant. Rendez-vous le 21 novembre pour plus de détails. Avant de parler tennis avec la doyenne auboise en la matière, un détour par une exposition à voir en ce moment à la Grange de Saint-André-les-Vergers. Elle évoque le handicap sous le prisme de l'humour à l'occasion du festival Récréation qui a démarré aujourd'hui. L'exposition s'intitule Les Déglingués. Elle présente les meilleurs dessins tirés d'un concours international sur le thème du handicap entre 140 dessinateurs de presse ou de bande dessinée et ce jusqu'à lundi prochain. L'entrée est libre de 10h à midi, de midi et de 14h30 à 18h30. Notez qu'un one-man show est programmé ce vendredi à 20h30 à l'espace Gérard Philippe de Saint-André, intitulé « Né deux fois ». Une prouesse d'un artiste sourd et muet. Renseignements sur internet www.festivalrecreation.org. C'est donc sans aucun doute la doyenne du tennis au bois, Monique Lelarge. À 82 ans, elle a disputé début septembre en Croatie les championnats du monde de tennis pour les plus de 80 ans sous les couleurs de l'équipe de France. Une première dans sa carrière tennistique, une revanche aussi pour celle qui n'a touché sa première raquette qu'à l'âge de 50 ans. Son secret, elle joue au tennis tous les jours et continue de se perfectionner. Rencontre sur le court avec David Mutel. Monique Lelarge n'est pas prête d'oublier ce voyage en Croatie, un périple
qui l'a emmenée jusqu'au championnat du monde de tennis des plus de 80 ans. Une aventure sous le maillot de l'équipe de France qu'elle évoque avec une certaine émotion. Ça m'a beaucoup impressionné. Ouais. Beaucoup, oui. J'étais vraiment très émue de représenter la France. Ouais. Et j'aurais bien aimé avoir la médaille pour justement, au moment de la fin du tournoi, pour pouvoir me présenter et avoir la médaille autour du cou. Une compétition que la Troyenne a su disputer avec sérieux, comme en témoigne son compagnon et entraîneur présent avec elle en Croatie. Elle a joué vraiment libérée, contrairement à certaines fois il y a quelques années où, quand on sait, comme elle disait tout à l'heure, elle a commencé tard, donc elle manque un petit peu de vécu, contrairement à moi qui ai commencé le tennis tout petit parce que mon père jouait. Elle manque un peu en commençant à 40 ans. Il y a des ficelles, je dirais, qu'on ne maîtrise pas toujours. Donc, mais là maintenant, elle commence à être rodée. Monique et ses partenaires ont finalement terminé en 4e position de ces championnats du monde. Assez relevé, une façon de montrer à la Fédération française de tennis qu'elle et son équipe méritaient cette sélection. La fédération ne voulait pas faire une équipe de 80. Et les filles qui ont 80 désiraient, pourquoi pas les filles, puisque les garçons y sont. Il n'y a pas de raison. Donc les filles voulaient faire une équipe de 80 et notre présidente des vétérans a insisté auprès de la fédération, Marie-Colette Guillermet, pour ne pas la nommer. Elle a insisté, la fédération lui a dit, bon, on accepte, mais on vous donne, c'est à vous de décider et c'est à vous de bien les surveiller. Alors elle est venue pendant une semaine avec nous au championnat du monde. Et elle a été très heureuse de voir qu'on avait réussi à être 4e sur 9. N'ayant découvert le tennis qu'à l'âge de 50 ans, Monique Lelarge rattrape aujourd'hui son retard en travaillant ses coups droits, lift ou revers sous l'œil bienveillant de son coach personnel qui reste persuadé qu'elle n'a pas fini de progresser. Je pense qu'on peut progresser en vieillissant. Pas sur le plan physique, mais sur le plan technique, sur le mental et sur la tactique. Ça, c'est sûr. À 82 ans, la sociétaire du TCT a encore beaucoup d'objectifs en tête. Elle, qui continue d'arpenter les cours en terre battue tous les jours de la semaine, sans exception. Une belle leçon de vie. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo pour les jours à venir avec Cécile Rich. Demain dans le JT, on reviendra sur l'inauguration ce soir du nouveau centre commercial de la Chapelle-Saint-Luc. L'Escapade en présence de Philippe Candeloro notamment et Surya Bonali. Les deux stars de la glace et de la glisse se sont d'ailleurs entraînés pour leur show cet après-midi. Et la foule, vous le voyez, était au rendez-vous. L'Escapade a connu ce soir le premier embouteillage monstre de son histoire. Un feu d'artifice est également prévu sur le parking du centre commercial avant le coupé de ruban en présence des politiques à 19 h. Excellente soirée à tous et à demain.